Alors continuons la métaphore médicale. Le patient transport, mobilité à Genève, il n'est pas en très bon état. Il a un sérieux problème cardiaque. Il a des arythmies. Ce qui est compliqué dans le domaine des transports, c'est pas forcément une certaine charge, mais c'est les variations de charge. D'avoir des moments où c'est très congestionné et des moments où ça circule mieux. Ils sont de plus en plus rares. Je prenais l'exemple, là, on vote sur les autoroutes. Un élargissement autoroutier, c'est pas une solution idéale. C'est comme un stent, vous savez. On pose dans une artère un élément d'élargissement pour soulager un moment. Mais il faut s'interroger sur le mal plus profond du patient. Je comprends et j'entends qu'un certain nombre de personnes ont besoin de leur voiture, y compris pour des trajets inférieurs à 5 km. On n'est pas des obsédés anti-voiture ou pro-voiture. Bonjour et bienvenue au podcast de la Fondation Modus, le podcast qui interviewe les acteurs et les actrices du Grand Genève pour mieux comprendre comment décarboner le secteur de la mobilité à l'horizon 2050, mais aussi pour réimaginer à quoi cette mobilité pourrait ressembler. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer le lien entre santé et mobilité, faire le diagnostic de la mobilité à Genève, parler des états généraux de la mobilité ainsi que des politiques d'offres et de demande. Et pour nous parler de ces sujets, j'ai le plaisir de discuter avec Pierre Maudet, conseiller d'État en charge du département de la santé et des mobilités. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je vous ai dit, je voulais prendre un tout petit peu de temps de parler de votre diagnostic et de votre vision plus tard de démobilité à Genève d'ici 2050. J'utilise ici le mot démobilité plutôt que de la mobilité parce que dans différents entretiens que vous avez eus, vous parlez démobilité plutôt que de la mobilité. Pourquoi démobilité ? Alors c'est une innovation. Au début de la législature, on a baptisé le département que je préside, département de la santé et des mobilités. Il y a deux innovations là-dedans. D'une part, mais on va y revenir j'imagine, mêler la santé et les mobilités, c'est totalement nouveau. Puis d'autre part, l'emploi du pluriel sur les mobilités, c'est parce qu'un des enjeux, mais on va en parler aussi je pense tout à l'heure, c'est d'admettre que on a possiblement dans une journée plusieurs mobilités, plusieurs types de transport, plusieurs moyens de se déplacer qu'on va utiliser, que la mobilité elle est plurielle aujourd'hui et donc l'enjeu c'est d'arriver à combiner, articuler ces différentes mobilités. On ne veut pas ériger une mobilité en norme unique contre les autres, mais on veut comprendre qu'on doit trouver des solutions qui sont par nature complexes parce que multiples. On va le voir, c'est typiquement ce qui manque aujourd'hui, cette vision complexe, mais aussi cette articulation et ces actions qui peuvent répondre à plusieurs choses en même temps, avoir des co-bénéfices également. J'aimerais commencer par ce diagnostic des mobilités. Évidemment, en tant que Genevois, vous connaissez la mobilité avant de devenir conseiller d'État. Qu'est-ce qui a changé dans votre tête une fois que vous devenez conseiller d'État ? Comment vous voyez maintenant la mobilité comparée à avant en tant qu'usager ? Oui, vous avez utilisé le terme de diagnostic, c'est pas anodin, vous empruntez au lexique médical un terme qui convient parce qu'on a l'impression que le patient transport, mobilité à Genève, il n'est pas en très bon état. Comme tout Genevois qui se respecte, je suis un des 525 000 ingénieurs en circulation qui est ma petite idée de ce qu'il faudrait changer en termes de phase de feu, d'itinéraire piéton, d'arrêt de bus, etc. Donc ce qui est fascinant dans ce domaine quand on devient ministre des Transports, c'est qu'on sent une pression extrêmement forte et des attentes élevées, peut-être même plus, et c'est paradoxal que dans le domaine de la santé, je suis interpellé chaque jour sur les questions de santé, mais beaucoup plus en réalité sur les questions de transport. Alors il faut commencer par poser le diagnostic. On a chacun notre diagnostic parce que tout le monde se déplace chaque jour, mais évidemment, comme patron de la mobilité et des mobilités, je dois prendre un peu de recul. Et comme toujours, quand on pose un diagnostic, il y a des éléments conjoncturels propres à la situation, puis il y a des éléments structurels. Ce qu'il y a de conjoncturel aujourd'hui, c'est une pression qui s'accroît, une augmentation de la population, une augmentation non seulement de la population résidente, mais de la population qui vient travailler sur le canton de Genève. On a, dans les perspectives tissées au niveau fédéral, une perspective d'augmentation de 31% en termes de besoins de mobilité pour les marchandises et de 11% pour les personnes. Alors, en tant que tel, ces pourcentages vont pas vous dire grand-chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une tendance à l'augmentation des besoins. On va pas diminuer le volume des besoins de mobilité, il va s'augmenter, pas seulement en raison de l'augmentation de la population résidente ou travailleuse, mais aussi parce que, pour prendre un exemple lié à l'évolution de la société, on a des gens aujourd'hui qui arrivent à l'âge de la retraite, ce qu'on appelle la génération du baby-boom, qui sont encore en pleine santé, et on s'en félicite, qui ont envie de profiter de la vie, et qui vont vouloir voyager, pas forcément loin, parfois proche. Et dans tout le débat qu'on a sur les autoroutes en ce moment, on voit qu'une part croissante de l'augmentation de l'usage des autoroutes, ça va être dans les heures creuses, qui sont de moins en moins creuses, elles sont de plus en plus bouchonnées ces autoroutes, mais pour des personnes qui veulent bénéficier d'une offre de loisirs. Donc ces éléments conjoncturels, pression globale de certaines catégories en particulier sur certains types de transports, c'est une réalité.
Et puis, vous avez sa transcription dans les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires, dont on voit qu'ils sont à certains moments de la journée congestionnés. Et puis, à côté de ça, vous avez un diagnostic structurel qui porte un peu plus sur les infrastructures. Alors, vous l'évoquiez dans votre première question, pourquoi les mobilités au pluriel? Parce qu'on voit qu'un des enjeux, c'est articuler ces mobilités. Et en termes d'infrastructures, il y a peu d'endroits aujourd'hui propices au passage de l'usage du vélo à l'usage des transports publics, le fait de laisser sa voiture à un endroit et de pouvoir ensuite commuter sur d'autres modes de transport. Donc, structurellement, dans le diagnostic, on voit que les gens et la société et nos villes, leur urbanisme, leur aménagement sont encore assez peu enclins à créer ces interfaces. Ça, c'est un premier élément. Il y a aujourd'hui encore un manque d'infrastructures spécifiquement dédiées aux mobilités douces ou actives. On pense notamment aux pistes cyclables. On pense, prenons l'exemple de la voie verte qui est un succès, mais qui commence à connaître ses limites parce qu'on ne peut pas additionner sur un petit espace en termes de largeur des vélos qui vont à 45 km/h, des vélos sans assistance électrique, des piétons, et ça et là encore des trottinettes, scooters ou autres. Et puis on a un trafic routier qui reste important et qui consomme beaucoup de place. Donc quand vous mélangez ces différents éléments, diagnostic structurel, diagnostic conjoncturel, vous vous dites que le patient il va pas bien, puis qu'il y a des mesures à prendre. Il y a des mesures immédiates. Et le politique, je rebondis ici sur votre question, quand il est nommé à la tête des mobilités, il cherche les leviers. Quels sont les leviers d'action? Qu'est-ce que je peux faire? Et il se rend compte assez vite, c'est mon cas, qu'on peut prendre des mesures immédiates, mais qu'elles ont une portée relativement faible, et qu'il y a un travail à moyen et long terme. Par exemple, quand on parle du ferroviaire et de nouveaux projets ferroviaires à Genève, on imagine un horizon 20-25 ans. Si je continue cette métaphore et on parle du pouls de la mobilité, j'imagine que on vous a donné un tableau de bord ou vous avez co-construit un tableau de bord. Quels sont certains indicateurs phares qui vous permettent de dire, pour évidemment le court terme c'est difficile, mais pour le moyen et le long terme, voilà ce sur quoi j'aimerais me focaliser? Alors continuons la métaphore médicale. Notre patient, il a un sérieux problème cardiaque. Il a des arythmies. Ce qui est compliqué dans le domaine des transports, c'est pas forcément une certaine charge, mais c'est les variations de charge, d'avoir des moments où c'est très congestionné et des moments où ça circule mieux. Ils sont de plus en plus rares. Notre patient, il a quand même déjà des pontages coronariens, donc il a déjà subi des ajouts. Je prenais l'exemple, là, on vote sur les autoroutes, un élargissement autoroutier, c'est pas une solution idéale, c'est une solution et c'est comme un stent, vous savez, on pose dans une artère un élément d'élargissement pour soulager un moment, mais il faut s'interroger sur le mal plus profond du patient. En clair, dans les maladies coronariennes, par exemple, l'excès de cholestérol, et donc le fait que pour fluidifier la circulation, mais il va falloir jouer sur d'autres modes de transport. Donc, l'approche du patient consiste à se dire, je veux le plus possible garantir une certaine fluidité, diminuer les arythmies, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de trop de médicaments. Les médicaments, c'est quoi? C'est des éléments de ralentissage ou d'accélération, mais un peu artificielle, exogène, et c'est diffuser le plus possible dans le système sanguin par le réseau capillaire, les bons véhicules au bon endroit, au bon moment. Donc ça veut dire par exemple prendre des mesures pour que dans le trafic résidentiel ou communal, on n'ait a priori pas de grosses artères qui passent, c'est du réseau capillaire et que le sang puisse refluer vers les grandes artères. Donc c'est de réorganiser un peu le dispositif en considérant, et vous me posiez la question des chiffres, que 60% des déplacements, notamment en voiture, se font sur un rayon de 5 km. Est-ce que c'est absolument indispensable? Est-ce que c'est une question d'habitude? Donc il faut agir sur des éléments d'ordre psychologique. Est-ce que, par exemple, en fonction de la population qui utilise son véhicule de type voiture, population âgée, il y a des alternatives possibles? Est-ce qu'on peut mettre sur pied, par exemple, des réseaux de petits bus qui font un circuit dans un quartier, sachant, alors, du point de vue de la santé, que l'accès au transport, c'est un facteur de diminution de l'isolement, c'est un facteur de diminution de la sédentarité, c'est un facteur de lien social. Donc, vous voyez, tous ces éléments, la métaphore médicale est définitivement intéressante, nous permettent d'évaluer quel est l'état du patient. Et là, la tension, elle est trop élevée, la circulation est de moins en moins bonne, on peut vivre un certain temps d'expédient, de stent, de pontage, mais enfin, c'est pas bon de pratiquer trop souvent des quintuples pontages. Et donc, on doit vraiment s'interroger sur la philosophie de base. Et pour ça, on a besoin de données. Donc, je reviens sur votre question initiale. Nous disposons de passablement de données. Je trouve qu'on les articule encore assez mal.
Donc il est possible de faire un meilleur monitoring aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on s'interroge sur les quelques 670 000 franchissements de frontières par jour, tout le pourtour franco-suisse, mais aussi la frontière valdo-genevoise, 670 000, je le répète, dans un sens ou dans un autre, c'est extrêmement important de connaître la provenance de ces franchissements. De connaître aussi, et là il faut entrer un peu plus dans le détail, le motif. Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est pour les loisirs? Est-ce que c'est des franchissements, je sais pas, dans un rayon de 5 km de l'autre côté de la frontière, ou est-ce que ça vient de beaucoup plus loin? On dispose de matière, mais on pourrait aller plus loin dans le monitoring. Maintenant, fondamentalement, notre patient, il souffre de maladies chroniques, non transmissibles, cardiovasculaires, et il y a un traitement en profondeur à mener pour le rendre de nouveau agile. On va venir évidemment sur les traitements, peut-être certains derniers éléments, comment le Genève et le Grand Genève est un aspirateur ou en tout cas un attracteur de professions, de personnes, de plein de choses. Et la mobilité n'est qu'un reflet de cela. Donc, entre guillemets, l'économie de Genève va très bien et ça se reflète avec une très grande mobilité. Bien sûr, d'un côté, on ne veut pas créer un garrot et supprimer la circulation sanguine. De l'autre côté, on ne peut pas vivre à crédit en se nourrissant n'importe comment, en fumant à tour de bras, en dilapidant son capital santé. Donc si on quitte maintenant la métaphore médicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une société qui évolue, qui est en croissance. Cette croissance, si on veut la maîtriser, elle est aussi structurée par les éléments de mobilité. Et donc en amont de tout ça, d'où la démarche que j'ai initiée avec les états généraux de la mobilité ou des mobilités, c'est de faire prendre conscience aux patients de son état réel, avec ses forces et ses faiblesses. Et le principe des états généraux qu'on a lancé à l'été 2023, quelques semaines après mon arrivée, c'est un principe un peu d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire de poser ce diagnostic en commun. Après, il y a différentes façons de voir les choses. On peut considérer qu'il y a un surpoids ou pas. On peut considérer qu'on peut vivre un certain temps avec ça. Mais disons, de poser d'emblée les cartes sur la table. Et puis, selon le principe fidèle des états généraux, d'établir des sortes de cahiers de doléances. Qu'est-ce qu'on verrait comme possibilité? Puis on confronte et on cherche ensuite un compromis. Je pense qu'on y est relativement bien parvenu. Parce qu'à la fin, il faut quand même s'accorder sur le fait que si les pathologies sont identifiées, il n'y a pas 36 manières de les combattre. Et les combattre efficacement, c'est discuter de la posologie, donc quel est le degré de contrainte, le degré d'incitation, à quel endroit, est-ce qu'on se met d'accord sur ce qu'on appelle ces goulots d'étranglement, comment on définit ça dans le temps, c'est-à-dire qu'on voit des solutions, par exemple avec le ferroviaire, qui sont intéressantes, mais dont on sait qu'elles vont prendre un certain temps. Et il faut créer une sorte de pacte social, un compromis, qui permettent de faire en sorte que ce soit supportable socialement et économiquement. Moi, je comprends et j'entends qu'un certain nombre de personnes ont besoin de leur voiture, y compris pour des trajets inférieurs à 5 km, mais qu'on puisse, il n'y a pas de poison, tout est dans le dosage, doser efficacement et prendre les bonnes mesures au bon endroit, au bon moment. Et tout ça suppose, en amont, qu'on soit conscient. Le patient, il doit être conscient de son état, sans dramatiser, mais sans cacher non plus des éléments de nature psychologique. On a des atavismes, des habitudes sur lesquelles il doit être possible de discuter. Prenons le Léman Express, qui est un élément totalement nouveau, une greffe dans le dispositif qui a formidablement fonctionné, qui permet aujourd'hui jusqu'à 80 000 personnes d'emprunter la voie Annemasse-Cornavin. C'est plus que quotidiennement Cornavin-Lausanne, la gare de Lausanne. Et donc, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas prévu ce dispositif? On aurait 80 000 personnes qui utiliseraient leur voiture et qui congestionneraient encore davantage le dispositif. Mais c'est pas évident de basculer les gens sur une logique ferroviaire. Donc il y a un accompagnement qui doit se faire, il y a des explications qui doivent être données, on doit convaincre, contraindre est toujours une solution plus compliquée en réalité, et donc ça passe par un certain temps, qui à mon avis n'est pas du temps perdu, d'explication, d'objectivation, de formation du compromis. C'est pas de l'endoctrinement, on n'est pas des obsédés anti-voiture ou pro-voiture, il faut sortir de ces schémas, mais d'admettre qu'il y a des solutions alternatives, parfois économiquement intéressantes, qui se posent. J'aimerais revenir sur ces états généraux des mobilités. Donc c'était un peu votre manière d'initier ce diagnostic-ci. Comment vous avez mis en place ceci? Qui était autour de la table? Pour une personne qui ne connaît rien à ces états généraux, comment ça va fonctionner? Alors, le principe des états généraux empruntés à la Révolution française, il est assez simple. Il doit y avoir une accessibilité totale. Donc, quiconque souhaite émettre une idée avait la possibilité de le faire, continue de l'avoir. En réalité, on est en permanence ouvert, mais on canalise ça, on draine ça en direction de rencontres physiques qui ont eu lieu
le 1er septembre 2023, le 17 octobre 2023, puis ensuite en janvier 2024 en cercle un peu plus resserré, avec les acteurs institutionnels classiques, que sont par exemple les communes, qui jouent un rôle important dans la mobilité, à la fois dans la connaissance du terrain, mais aussi dans la capacité, justement, sur ces notions de zone 30 km/h, de trafic résidentiel, de prendre des mesures. Un certain nombre de routes sont de nature communale à Genève, donc il y a des partenaires institutionnels, il y a des partenaires associatifs, type TCS, ATE, ProVélo, ACS. Il y a des partenaires corporatifs ou professionnels. Je pense ici, par exemple, pour prendre un exemple qui est peu connu, l'association des propriétaires de tracteurs et de véhicules agricoles, qui conditionne aussi la largeur de certaines routes à Genève. Plus classique, le domaine des poids lourds et donc les professionnels du transport de marchandises. Donc, on additionne et on juxtapose tous ces acteurs, on essaye d'en oublier aucun, et puis on laisse venir un certain nombre de constats. Les constats viennent assez facilement, les idées, c'est plus compliqué. Et après, on essaye de construire et de tester en théorie, voire en pratique, un certain nombre d'idées. En appliquant quand même une doctrine, et c'est pour ça que le politique, c'est pas juste un écran blanc sur lequel on projette des choses. Le politique que je suis a défini un certain nombre de priorités par usage. Donc, quel type d'usager doit être privilégié? Donc, très clairement, pour moi, je l'ai dit, les usages professionnels, celles et ceux qui vivent du transport. Je prends l'exemple du plombier qui a sa plomberie à Lancy et qui doit chaque jour se rendre chez des clients sur ordre d'une régie ou à la demande de ses clients. Il ne peut pas passer 2 heures dans le trafic, stationner mal, se prendre 120 francs d'amende et repasser 2 heures dans le trafic pour rentrer. Donc celles et ceux qui vivent des déplacements professionnels doivent être privilégiés. Ensuite, on a une logique qui privilégie des résidents, à condition qu'il n'y ait pas d'offres alternatives s'agissant du voiture. Ensuite, vous avez toute une série de personnes, et puis à la fin, vous avez des pendulaires qu'on essaye de convertir principalement, mais à condition d'avoir une offre à disposition sur des solutions alternatives. Et donc, si on a une grille de lecture qui part des usagers, puis une autre qui part des types de transport, on a une bonne combinaison pour essayer de monter des propositions qu'on teste, puis il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas, on revient le cas échéant en arrière. Le but étant de viser le plus possible la fluidité. Je pense qu'il y a aussi une certaine part de dogme qu'on a connu à Genève, disant il vaut mieux que les voitures poireautent, puis qu'on qu'on éduque les conducteurs et qui eux-mêmes se diront au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol d'être dans les bouchons. Ça pour moi c'est pas une bonne solution parce que ça pollue. Le ministre de la Santé est interpellé aussi. Et puis les gens, c'est pas comme ça qu'ils vont apprendre. Et si vous voulez, pour mener ensuite une politique des transports sur la base de ces états généraux, dont sont remontés un certain nombre de constats et d'idées, il faut rassembler 3 prismes ou 3 approches. L'idée de travailler sur l'offre, très important, parce que l'offre est un élément de stimulation. Travailler sur la demande, identifier quand même d'où viennent les besoins et voir comment on peut orienter un certain nombre de besoins. Et puis, tenir compte de la topographie. Ça, c'est un facteur, on connaît le débat homérique qu'il y a à Genève sur la traversée du lac, par exemple. Le lac est un facteur qui sépare le canton. C'est une réalité objective dont il faut tenir compte. Quand vous êtes de Genève ou à Genève, vous savez qu'il y a une rive gauche, une rive droite. Le franchissement des ponts, par exemple, quand on essaye de projeter un modèle de transport public à l'horizon 15 ans, on a des ponts qui sont saturés. Le pont de la Coulouvre-Nière est saturé. Il n'y a pas de tabou. Est-ce qu'il faut aller sur le pont du Mont-Blanc? Ce qui pose d'autres questions sur le report du trafic de transport individuel motorisé. Est-ce qu'on doit envisager le pont Butin? Est-ce qu'on construit un nouveau pont? Si oui, où? Donc les éléments de topographie, le fait qu'on parle du Grand Genève, la réalité de l'activité économique, c'est un périmètre qui va largement au-delà des frontières nationales. C'est un paramètre. Une fois que vous avez réfléchi sur l'offre, sur la demande et sur les éléments de topographie, vous pouvez construire des plans d'action, donc des feuilles de route qu'on décline après dans le temps en fonction des opportunités, en fonction de la situation politique, de la pression qu'on peut sentir ici sur le phénomène du bruit, là à la faveur du développement du réseau autoroutier. On essaye de coordonner au mieux les choses. Il y avait aussi des plans sectoriels tels que le stationnement, le réseau routier, le transport professionnel, les mobilités douces, les transports collectifs. J'imagine que c'est un moment où les personnes peuvent parler et enfin se sentent peut-être écoutées. Il y a d'autres moments où on se sent peut-être un peu plus frustré parce qu'on sent que les acteurs d'en face, on veut l'opposer. Donc il va y avoir un appareil démocratique au final. Il y a des personnes qui veulent des choses différentes. Comment on clôture cet exercice-ci avant de passer vers les plans d'action? Est-ce que les personnes restent sur leur faim? Est-ce qu'elles disent
Est-ce qu'elles se sentent écoutées? Qu'avez-vous entendu? Le processus, il est assez cadré quand même au plan légal. On doit produire 5 plans d'action. C'est la loi qui le prévoit, la loi a été votée par le peuple, et ces plans d'action, ils passent par le Parlement. Donc à la fin, c'est quand même les élus du peuple qui, parce qu'ils ont cette légitimité, sanctionnent positivement, négativement. Ici, ils viennent de le faire positivement avec quelques ajustements, donc ils ont quand même mis leurs pattes, les députés du Grand Conseil. Mais le processus, il démarre du terrain, il fait remonter un certain nombre d'aspirations, on identifie ce qui converge, ce qui diverge aussi, on travaille plutôt sur ce qui converge, mais on ne met pas sous le tapis les éléments où on peut diverger, et puis on essaye, et ça c'est le rôle du politique, ça a été mon rôle et celui de mes équipes, de trouver à partir du plus petit commun dénominateur des possibilités de rassembler les intérêts. Je pense qu'on y est relativement bien parvenu, parce que si on ne néglige pas le travail en amont des constats, et qu'on converge sur les constats, et objectivement c'est assez difficile de diverger, on peut diverger sur les remèdes, mais ensuite ces divergences, elles portent plutôt sur la chronologie, par quoi est-ce qu'il faut commencer, par quel bout commencer, et puis sur le degré de contrainte. Et là, il faut être intelligent et tenir compte des expériences précédentes. Je pense que certains de mes prédécesseurs parfois sont allés trop vite ou trop fort, et on a perdu du monde en chemin, et on s'est retrouvé ensuite avec des recours, des référendums, etc. Donc voilà, mais ça c'est le rôle de l'exécutif, du ministre des Transports, de créer ces conditions favorables. Puis à la fin, même s'il y a ces ateliers, ces aspirations populaires, cette dimension participative, c'est quand même le Parlement qui décide. Et là, chaque fois, de large majorité, sur les transports collectifs, sur le réseau routier, sur les mobilités actives, sur le transport professionnel, sur le stationnement, qui sont les 5 plans d'action qui structurent la politique de la mobilité, il y a eu des larges majorités pour dire, voilà, la feuille de route 2024-2028, c'est ça. Après, on laisse au ministre des Mobilités et à ses équipes le soin de déclencher précisément à quel moment quelle action. Il y a aussi, encore une fois, une concertation qui se fait avec les communes, mais le processus, il est très vertueux, très suisse de ce point de vue-là. Alors, on perd parfois en dynamisme, parce que ça nous a pris, grosso modo, 1 an et demi de faire tout ce travail-là. Maintenant, je fonde certains espoirs sur le fait que ce travail ayant été fait et bien fait, on puisse, dans les 3-4 ans qui viennent, dérouler plus facilement, avec peut-être moins de recours, les plans prévus. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ces questions de contraintes que vous avez mentionnées. Évidemment, les mobilités se retrouvent un peu en étau entre plein de sujets différents. Le climat, l'aménagement du territoire, l'économie, enfin plein de choses. Souvent, ces différentes choses sont étudiées en silo, alors que la mobilité est un peu quelque chose qui touche à tout. J'imagine que ces plans-ci vous amènent certaines contraintes. On a le plan climat qui dit directement sur les véhicules individuels. Il y a des émissions de CO2 à réduire, etc., etc. Comment on inclut ces contraintes en plus des États généraux ou avec les États généraux? Non, on les inclut avec les États généraux. Donc il y a des représentants des autres parties de l'administration qui font valoir ces éléments. Il y a aussi, de la part des associations que je mentionnais tout à l'heure, des préoccupations qui sont partagées. Mais après, c'est notre job politique de faire ça. Donc avec mes 6 collègues, notamment sous l'angle de l'économie qui est assez structurante et de l'aménagement. Où est-ce qu'on construit des logements? Comment on relie les gens? Et là, je dois dire que mon impression, elle est plutôt favorable et positive par rapport à ce que j'ai pu voir il y a quelques années. Je suis arrivé en 2012 au Conseil d'État, dans d'autres fonctions. Je me suis occupé de sécurité, d'économie, d'énergie. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, on se disait, on construit des quartiers, puis on verra après comment on les relie. Là, l'approche est quand même un peu différente. Par exemple, avec le secteur des Cherpines, tout près d'ici, puisqu'on est aujourd'hui à Tourbillon, l'élément structurant, c'est la mobilité. Par où est-ce qu'on accède? Comment est-ce qu'on structure l'offre de places de parc pour les habitants? Comment on sanctuarise d'une certaine façon l'intérieur du quartier pour qu'on y trouve aussi des espaces de délassement? Donc la perspective de la construction de nouveaux quartiers à Genève, de mon point de vue, je pourrais citer le quartier des Grands Essers à Verrières aussi, dans une certaine mesure, mais c'était pas totalement une réussite, le quartier de Belle-Terre à Taunay, ce qui se prépare à Bernay, c'est quand même réfléchir à la mobilité, aux mobilités, comme des éléments structurants autour desquels on va concevoir des plans d'aménagement. Et ça, c'est effectivement fondamental. Sinon, ça donne le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, c'est la réalité, qu'on fait un peu n'importe quoi en matière d'aménagement, qu'on subit la croissance plutôt que de l'accompagner. Donc ça, je pense que le virage, il a été pris. Oui, et vous parlez également de pacte social. Il y a cet élément de justice sociale qui, en fonction de si les personnes sont mobiles ou pas,
Et est-ce qu'elles sont mobiles avec un certain budget ou pas? On crée vraiment des divisions socio-spatiales, quoi. Donc, j'imagine que c'est important pour On est en vous. pleine polémique sur l'impôt auto, et en ce sens-là, la justice sociale est fondamentale. On doit emmener les gens avec. Et c'est vrai que certains découvrent à la faveur de la publication des bordereaux pour 2025 un multiple de l'impôt qu'ils payaient jusque-là. Dans certains cas, c'est extrêmement problématique parce que les trajets, selon la condition sociale, mais surtout la répartition géographique, ne peuvent pas se faire autrement qu'avec des véhicules pour lesquels tout le monde ne peut pas acheter un véhicule électrique dernier cri. Donc ce paramètre-là, il est assez fondamental. Il y a des débats actuellement au niveau fédéral sur ce qu'on appelle le road pricing, la façon de facturer le coût de l'usage du domaine public pour se déplacer. Il y a des velléités de fiscalité incitative, l'impôt auto en est une, qui visiblement ne sont pas totalement maîtrisées par les parlements qui les votent. Mais le consensus ou le pacte social, il doit intégrer aussi ces paramètres, bien sûr. Je voudrais aller peut-être dans un des plans d'action, celui des transports collectifs par exemple. Alors si on va des états généraux vers un plan d'action, après il y a, j'imagine, les convergences et après il y a le planning et les contraintes qui permettent de définir quels vont être les axes. Et dans les axes, il y a des actions. C'est comme ça qu'il était structuré, Exactement. par exemple. Ouais. Alors, dans le cas du plan d'action des transports en commun, qui a été adopté avec un peu d'avance en mois de mars cette année, et qui génère maintenant un contrat de prestation qui a fait un peu polémique avec les transports publics genevois. Un contrat de prestation qui consacre l'idée que dans les 5 ans qui viennent, on va avoir une augmentation de 30% de l'offre, ce qui est colossal. Ce plan d'action, il agit principalement sur l'offre. On pourrait en parler d'autres qui agissent sur la demande ou qui agissent sur l'aspect topographique. Il y a le plan d'action réseau routier. On ne va pas construire des kilomètres et des kilomètres de route. Donc, c'est plutôt des questions d'organisation et de topographie. Mais donc, pour revenir sur votre question, le plan d'action des transports en commun agit sur l'offre avec une détermination politique très forte qui consiste à dire nous voulons, parce que c'est une alternative importante, générer 30% d'offres supplémentaires. Donc, ça veut dire acheter des bus, engager des conductrices et des conducteurs, développer des réseaux de trams pour qu'effectivement, on puisse basculer le déplacement de personnes qui ici le font en véhicule individuel sur du transport public, plus efficace, moins cher. Donc il y a toute une politique aussi qu'on a défendue cette année consistant à basculer dans la gratuité pour les moins de 25 ans et la demi-gratuité pour les plus de 65 ans. Et tout ça forme un élément clé dans les transports en commun de l'offre qui justifie que l'on puisse, sur d'autres modes de transport, se montrer soit plus restrictif, soit plus ciblé sur des trajets, par exemple, plus longs. Évidemment, c'est super intéressant ce concept de gratuité. Qu'est-ce qui vous a poussé de d'abord cibler les jeunes, puis peut-être les personnes dans l'âge de la retraite? Pourquoi ces personnes plutôt que d'autres? C'est la conjonction de deux éléments, cette idée de gratuité. Le premier élément, c'est une visite qui m'a vraiment marqué à Luxembourg en début d'année. Luxembourg, alors, est un réseau de transport en commun moins développé que Genève, mais ils ont pris le parti de le rendre gratuit et vraiment de créer un choc d'offres et de basculer, notamment pour les jeunes qui ont, et c'est ce qui m'a frappé, le réflexe du transport en commun. Donc il y a une dimension éducative là-dedans, on ne se pose pas la question de prendre le billet, etc. On a l'abonnement gratuit, donc il y a quand même un lien qui permet de documenter l'usage des transports en commun. Et puis, ils ont pensé ça pour les jeunes avec des vraies interfaces modales. Il y a un funiculaire, il y a du tram, il y a du train, une vraie offre pensée pour les jeunes. En visitant Luxembourg en début d'année, je me suis dit, tiens, là, il y a un phénomène intéressant pour prendre à la racine le changement d'approche. L'autre élément, il touche moins la politique des transports que la politique sociale et même fiscale du canton. Nous avons eu à plusieurs reprises des excédents de recettes, donc il s'est agi pour le gouvernement de restituer un peu le trop perçu, à la fois à la faveur d'une proposition de baisse d'impôts qui est soumise en votation ces jours-ci, et à la faveur aussi d'une restitution par tête, mais à destination des familles. C'est rarement les jeunes qui payent leur abonnement eux-mêmes. Donc on s'est dit on veut toucher notamment les quelques 35% de gens à Genève qui ne payent pas d'impôts en raison de la faiblesse de leurs revenus, qui sont notamment des familles. Pour une famille, 3 abonnements de jeunes de moins de 25 ans, c'est 1200 francs par année. Et donc ça représente une belle économie, une restitution de pouvoir d'achat. Et donc c'est une mesure sociale et qui a été conçue comme telle avant tout, mais qui a un impact en termes de mobilité et d'environnement. S'agissant des personnes âgées, AVSAI,
donc les plus de 65 ans. Là, la mesure est un peu différente parce que la plupart des jeunes aujourd'hui ont un abonnement Uniréseau. Le fait de le prendre en charge, vous comprenez que ça allège les budgets. Pour les plus de 65 ans, on est, je crois, à peine à 20% de cette catégorie d'âge qui bénéficie d'un abonnement. Donc là, il va y avoir un effort d'une autre nature. L'abonnement sera à 200 francs pour inciter, notamment dans les heures creuses, à un meilleur usage des transports en commun. Et donc là, l'enjeu est tout à fait autre. C'est aussi habituer une catégorie de population qui prend peut-être moins les transports publics à les emprunter, avec une incitation, c'est pas une gratuité totale, mais alors avec un potentiel de progression énorme. Là où chez les jeunes, on a facilement 60-65% de gens qui ont déjà un abonnement qu'on convertit en gratuité, qui est une forme de subvention pour les familles. Pour les gens plus âgés, il y a un travail de communication qui va arriver dans un deuxième temps plus important qui va s'opérer. Et puis, je trouve évidemment cette question d'habituation géniale parce que, de un, les jeunes, ça va être des futurs non motorisés, peut-être. Je suis pas sûr que ça fera des non motorisés, mais ça va faire des gens vraiment polyvalents. C'est-à-dire que la facilité avec laquelle on prend les transports en commun remet cette alternative au niveau des solutions les plus praticables. Après, moi, j'exclus pas, c'est des questions de mode aussi, qu'avec le développement du scooter électrique, on ait du transport individuel pour des trajets un peu plus longs, mais basé sur cette technologie. Oui, il y a 10 ans, personne ne parlait des trottinettes. J'étais en Chine il y a une dizaine d'années, je voyais se développer les trottinettes, et donc c'est arrivé quelques années après ici. Aujourd'hui, la trottinette est un complément ultra multimodal qui pose plein de problèmes par ailleurs en termes de cohabitation sur les trottoirs, dans les bus, etc. Mais c'est une réalité. Donc les éléments de transport à long terme peuvent changer. Maintenant, vous avez raison dans votre question, si on a habitué les jeunes à envisager la solution des transports en commun comme une solution simple, facile, pas compliquée, on ne va pas prendre un billet une fois, etc., je pense qu'on aura marqué les points. Oui, et c'est surtout, je pense, les jeunes professionnels, les 20-25 ans, on a nos premiers salaires, on commence à avoir des habitudes qui se créent. Et puis, si on arrive que ces habitudes incluent, comme vous dites, les transports en commun. Et pareil pour les personnes qui n'ont plus l'habitude de prendre les transports en commun, Alors, la grande différence, c'est qu'évidemment, pour les moins de 25 ans, fatalement, et c'est une bonne nouvelle, ils vont franchir le cap des 25 ans un jour. Et donc, pour eux, il y aura un enjeu de maintien, mais dans une relation payante d'un abonnement. Pour les plus de 65 ans, à l'inverse, la question ne se pose plus puisque c'est à vie, si j'ose dire, qu'ils bénéficient de cet avantage du moitié prix. Mais donc là, on va aussi suivre de près, avec des incitatifs, la faculté des gens qui arrivent au terme de leurs 24 ans de poursuivre. Mais on fait le pari que ça va fonctionner parce qu'ils auront fait l'expérience, en fait. C'est frappant de voir à Genève le nombre de personnes qui n'ont, par exemple, pas encore fait l'expérience du Léman Express. Ils savent que ça existe, ont vu les gares, qu'ils trouvent belles, moches, peu importe. Mais je suis frappé de voir encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait cette expérience. Alors, on ne les incite pas à le faire parce qu'on est déjà comprimés comme des sardines selon l'heure de la journée à laquelle on peut emprunter le Léman Express. Mais cette expérience-là, c'est assez fascinant. Il faut le faire avec des gens qui ne l'ont jamais pris. Aller voir un match au stade de Genève en partant des eaux vives 6 minutes plus tôt. Ou en découvrant, c'est les statistiques qui le montrent, c'est assez intéressant avec les Manis, qu'on a un public de supporters en Haute-Savoie pour Servette qui existait, qui préexistait, mais qui s'est encore développé considérablement pour y avoir un spectacle au stade en moins de 15 minutes depuis la France voisine. Parlons alors de cette combinaison offre et demande, parce que comment on touche à la demande? C'est beaucoup plus compliqué que l'offre. L'offre, entre guillemets, nous avons un budget, nous avons une infrastructure ou des équipements, et on peut activer ce levier financier. Pour la demande, quel type de levier? On a aussi les incitatifs fiscaux possibles, alors c'est toujours très délicat, des incitatifs financiers, mais c'est vrai que sur la demande, il y a un travail à plus long terme qui doit se faire, qui est de nature en partie psychologique, en partie aussi de pédagogie et de découverte. Donc là, quand je parlais de l'expérience Léman Express, c'est typiquement quelque chose que l'on peut provoquer à la faveur de l'offre, toujours une combinaison entre offre et de la demande, et réaliser une expérience sur, par exemple, un déplacement justifié par une proposition en matière de loisirs. Et donc, une demande préidentifiée, prenons un exemple récent, les Automnales, la foire de Genève, qui connaît un succès croissant chaque année. On est environ à 150 000 visiteurs et visiteuses. Encore beaucoup qui viennent en voiture. La possibilité d'offrir des billets combinés,
d'entrée et déplacement, avec ensuite la possibilité de retrouver sur des stands à l'intérieur des avantages, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Comment vous travaillez avec les différentes personnes qui, enfin, j'imagine à travers ces plans, typiquement, ça va être les TPG, ça va être peut-être les Manis. Est-ce que ces acteurs vous donnent des bonnes idées ou il y a un dialogue permanent? Comment ça se passe? Oui, il y a une interaction permanente. Alors, il y a quand même une relation, s'agissant par exemple des TPG, des mouettes, dans une moindre mesure de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation, ou des CFF. Il y a une relation de commande d'offres. Les TPG appartiennent à 100% à l'État de Genève. Donc, c'est un des bras armés, peut-être le plus important, celui qui a le nombre d'employés le plus important et la diffusion capillaire la plus large. Mais l'État ordonne et les TPG exécutent. Maintenant, il n'y a pas d'exécution bébête, il y a aussi une capacité de la part de ces acteurs institutionnels de faire des propositions, de co-construire l'offre. Pour les associations, il y a une discussion permanente. On a un conseil des déplacements que je réunis 5 à 6 fois par année, qui permet d'échanger, d'interagir, d'identifier aussi, parfois de façon beaucoup plus sensible. Vous parliez du pouls, des accélérations de pouls, des diminutions de pouls, de la perception, par exemple, des milieux cyclistes, des éléments relatifs à la sécurité. Donc, toutes ces interactions nécessitent au bout d'un moment de les rassembler, de faire une synthèse, de le faire à intervalles réguliers. On n'est pas dans du Polaroid, on est dans un film, donc c'est pas un arrêt sur image une fois par législature. De s'adapter aussi aux évolutions. Je citais les trottinettes, c'est un élément structurant, qu'on le veuille ou non. C'est pas une politique publique de l'État que dit on va développer les trottinettes, mais c'est un fait. Les Manis nous rapportent qu'ils ont aujourd'hui des trottinettes de plus en plus volumineuses, qui prennent de plus en plus de place dans les trains. Question se pose, savoir est-ce qu'on les fait payer, pas payer. La cohabitation des usagers. Au bout d'un moment, si on a beaucoup d'usagers de trottinettes dans un train, ça diminue le nombre de places pour des trains déjà assez remplis, pour pas dire bondés. Donc comment on gère ça? Comment on gère ça avec les communes sur l'usage accru du domaine public sur les trottoirs? Donc on doit tenir compte de ces phénomènes, bien sûr. Pour rebondir par rapport à ça, c'est quelque chose qui sort de plus en plus dans les plans climat, c'est ce qu'on appelle le budget carbone, combien de carbone il nous reste à émettre. En tant que politique, évidemment, vous avez le budget financier tout court. J'imagine qu'il doit y avoir un territoire fini également. Donc il y a plein de choses qui sont finies autour de nous et que vous devez composer, arbitrer, faire des compromis tout le temps. Oui, c'est assez facile en fait d'identifier la finitude ou les limites si on les juxtapose uniquement des différentes politiques. La difficulté après, c'est de trouver une cohérence là-dedans. Par exemple, réduire un axe comme le boulevard du Pont d'Arve à une seule piste plutôt que deux dans des objectifs climatiques, est-ce que ça fait sens? Si c'est pour que le trafic se diffuse dans tout le réseau capillaire voisin et que les véhicules cherchent à passer ou à se garer et polluent 3 fois plus, non. Et donc, je dois faire un arbitrage, un équilibre entre la capacité pour la population d'adhérer, de comprendre, voire d'être incitée, les limites effectivement environnementales, financières, le dispositif d'ensemble préexistant, je ne peux pas repousser les immeubles et créer de la voirie supplémentaire. Et donc, ce dont l'administration a besoin, c'est d'une ligne claire et puis d'une capacité de trancher et d'arbitrer, en faisant évidemment bien souvent des mécontents. Mais à partir du moment où on peut expliquer la raison pour laquelle on a pris la décision en lien avec la finitude, avec les limites de l'exercice, ça passe en principe. Mais c'est vrai que c'est un travail permanent, et c'est un travail, pour reprendre cette fois-ci une métaphore empruntée à la photographie, avec une focale où on doit en permanence regarder le court, le moyen et le long terme. Et avec des contrariétés. Le tram que l'on veut déployer sur Saint-Julien, il connaît des retards importants parce qu'il y a des recours. C'est le fruit de la démocratie. La démocratie est sacrée en Suisse, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est atteint dans sa propriété par une voie de tram qu'on veut déployer n'ait pas la possibilité de recourir. On souhaite évidemment régler le plus possible de litiges en amont, mais des fois c'est pas possible. Et donc c'est une contrariété parce que côté français c'est fait, côté suisse jusqu'à la zone industrielle de Plain-les-Ouates c'est fait aussi. On a un petit bout qui nous manque, mais voilà, ça fait partie de ces étapes sur lesquelles on n'a pas forcément de maîtrise. Peut-être, il y a 2 éléments pour finir. Premièrement, vous avez parlé de différents déplacements qui ont été inspirants. Vous avez parlé de Luxembourg, vous parlez de la Chine et des différentes trottinettes. Quand vous faites des déplacements, comment vous voyez, qu'est-ce que vous regardez et qu'est-ce qui vous inspire quand vous voyez ces différents éléments-ci? Alors, ce que je regarde, mais c'est une déformation genevoise, c'est le
le bon usage de l'espace public et la saturation. Je trouve que c'est à cette aune-là qu'aujourd'hui, de premier abord, on évalue quand même les dispositifs, et j'observe qu'il y a une tendance générale qui consiste à libérer les voiries, et donc en termes de stationnement, mais pas seulement, en termes de déplacement aussi, à développer des solutions plutôt souterraines, voire, et c'est un peu la perspective d'avenir, des solutions aériennes. Et ça m'amène en fait à développer des réflexions de deux ordres. Comment on gère l'espace de façon plus modulaire en fonction du moment de la journée, du type d'usage. Donc on est sur des réflexions aujourd'hui qui consistent à identifier des pistes dévolues à la voiture que l'on pourrait consacrer à certains moments au transport en commun, respectivement au transport professionnel de marchandises qui est trop souvent coincé dans le trafic. Et puis, ce qui m'inspire, ou ce que j'essaye de regarder, le prisme qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le développement d'un certain nombre de services. Donc il n'y a pas que le dur et l'infrastructure, on est aussi dans l'ère du numérique, de l'optimisation des trajets. Donc qu'est-ce qu'on peut, moyennant l'usage de ces appareils, améliorer quant à la relation que l'on a au déplacement, quelles sont les perspectives qu'ouvrent des véhicules automatisés. Je vous citais l'exemple tout à l'heure d'échos qui me remontent des communes dans lesquelles on a, comme partout, une population vieillissante, plus sédentaire, mais qu'il faut inciter à bouger, à garder un contact social, à garder du lien. Je me demande dans quelle mesure il ne serait pas possible, respectivement souhaitable, de développer une logique de transport en commun sur des plus petits périmètres, mais avec des plus petits volumes de transport, donc avec des plus petits véhicules. On fait un test en ce moment, depuis quelques mois, sur le site de Bellidé, qui est un site qui appartient au domaine de la santé, puisqu'on y a l'hôpital psychiatrique, avec un vieux concept, un concept d'une 70aine de bâtiments qu'il faut relier. Et le test consiste pour les TPG à expérimenter une navette à 20 km/h maximum, automatisée, donc sans conducteur, qui permet de rallier ces différents bâtiments. Donc c'est ces perspectives-là qui sont intéressantes. C'est la combinaison de solutions technologiques, d'une capacité psychologique de faire évoluer dans la tête des gens la relation à l'offre et à la demande. Et puis après, c'est quand même toujours la contrainte topographique, géographique, urbaine qui rentre en ligne de compte. Et là, effectivement, Luxembourg, c'est intéressant parce que c'est une ville avec une densité moins forte que Genève, mais avec une composante transfrontalière, donc avec des cultures aussi différentes, avec un flux sanguin aller-retour quotidien important. Et il y a des villes, s'agissant par exemple des zones piétonnes, qui ont réussi, je trouve, leur conversion avec une logique de parking. Alors toute la question, c'est de savoir où on positionne le parking, à quel degré de proximité du centre, comment les parkings peuvent devenir plus modulaire également, toute la problématique des deux roues qui sont perçues et utilisées comme une alternative aux 4 roues parce que ça prend moins de place, mais ça pollue aussi. Donc là, je vois des choses intéressantes dans plusieurs villes d'Europe, mais qui sont pas forcément toutes transposables aussi en raison de la culture. Peut-être, est-ce qu'on peut embrayer sur votre idée ou vision de 2050, comment vous voyez la mobilité à 2050 ? Je pense qu'il y a une capacité de changer. Il y a 25 ans, donc en 1999, on avait encore un réseau de trams très réduit, qu'on a connu il y a plus de 100 ans, assez vaste. Et donc on est revenu la vision qui s'est exprimée en 2000, pour arrondir les années, s'est déployée sur ces 25-30 années. D'ici 2030, on aura un réseau de trams optimale s'agissant de l'approche radiale, c'est-à-dire en rayon, qui coupe Genève, qui la traverse, avec 6 lignes, pour la plupart transfrontalières, qui offrent une vraie capacité. Donc si on se projette dans le prochain compartiment de temps, et dans ce qu'on souhaiterait à l'horizon 2050, on voit un développement de trams dits tangentiels, donc qui ne sont plus radiales, qui passent au centre, mais qui permettent d'accompagner le périphérique, que reste et que va encore devenir davantage l'autoroute de contournement. C'est le vrai périphérique de Genève. On sait qu'on a besoin, et ça se déclenche maintenant, d'un réseau ferroviaire qui se développe. Donc ça, c'est l'élément le plus structurant et le plus important. On va devoir pouvoir transporter des gens, grosso modo, du pied du Jura au pied du Salève, à hauteur de 150 à 200 000 personnes par jour, sur un axe qui n'existe pas aujourd'hui, qui va, grosso modo, de Saint-Genis à Saint-Julien, en formant une sorte de S,
qui est le Léman Express 2, le complément nécessaire de la mobilité genevoise, qui va sans doute franchir le lac en pont, en tunnel, mais qui va permettre de façon capacitaire de déplacer du monde. Et ça devrait en principe nous permettre de déployer sur l'hypercentre ce que la population a voté en 2016, c'est-à-dire une libération des voiries, un apaisement en termes de bruit, en termes de pollution. Bon, la qualité de l'air s'est aussi beaucoup améliorée ces dernières années, donc on constate que les efforts ne sont pas vains, et qui intègre complètement, et je pense que c'est ça l'enjeu. On a un double enjeu dans les 10 ans, respectivement les 25 ans à venir. Dans les 10 ans qui viennent, on va connaître beaucoup de chantiers parce qu'on va créer de la capacité, c'est le vote par exemple sur les autoroutes, de résilience. Aujourd'hui, le moindre accident, le moindre pépin, y compris avec les transports publics, congestionne tout. Donc on doit, aussi bien pour le fameux trou de Tolochna entre Genève et Lausanne que sur le pont long de la Coulouvrenière, qui connaît un volume de tram extrêmement important, qu'ils le franchissent, créer de la capacité de résilience, c'est-à-dire d'avoir un réseau qui absorbe les aléas. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut augmenter cette capacité. Maintenant, l'enjeu suivant et concomitant, c'est l'enjeu de la multimodalité, c'est-à-dire vraiment de permettre à chacune et chacun de rallier le point A au point B de la façon la plus fiable en termes horaires, la plus sûre du point de vue de l'intégrité physique, la plus fluide pour des questions de temps, avec une combinaison de modes de transport qui va nécessiter un peu d'agilité mentale, mais qui va vraiment permettre d'optimiser ces moyens de déplacement. Et donc je pense qu'on va vers des infrastructures plus modulaires. Je citais des pistes attribuées en fonction de l'heure de la journée. On voit par exemple, si on regarde en Asie, sur des autoroutes, des bermes centrales qui se déplacent pour générer 4 pistes dans un sens, 2 de l'autre à un moment de la journée, et puis l'inverse, 4 pistes et 2 à un autre moment. Par exemple, la plateforme douanière de Bardonnay, idéalement, devrait connaître ce genre d'adaptation. Y a-t-il des points qu'on n'a pas couverts dans la mobilité ou les mobilités de Genève, ou est-ce qu'il y a peut-être un mot de la fin que vous voudriez... Bon, quand même un petit clin d'œil et un coup de cœur pour la marche, qui est la première part modale. 39% des déplacements se font à pied, 38% en voiture. Et là, je mets ma casquette de ministre de la Santé. Pour moi, les mobilités, c'est aussi un levier de lien social, un levier d'activité physique. On parle aujourd'hui de mobilité active dans un monde qui est quand même très dicté par l'usage des écrans. Je pense que les mobilités, c'était une de vos questions tout à l'heure, c'est en fait très transversal et ça doit aussi permettre aux gens de se rencontrer. Donc je veux utiliser ce moyen-là aussi, comme je parlais de pacte social, comme un élément qui permette de nature très politique de créer du lien en société, à la fois par les débats parfois très vifs que ça génère, mais aussi par les solutions intelligentes qu'on peut construire ensemble. Un grand merci Pierre André. Merci à vous. Et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à explorer les autres épisodes et à très bientôt.